Ma mère m'a vendu pour 50 $ et, en retour, je l'ai envoyée en prison. Des années plus tard, la voilà qui débarque à nouveau, réclamant que je lui accorde une seconde chance. J'avais 9 ans la première fois que j'ai dû porter ma mère sur mon dos, parce qu'elle gisait, ivre morte, inconsciente sur le trottoir près de chez nous. « Maman est morte ?» m'a demandé mon petit frère en ouvrant la porte. Je lui ai dit que non, qu'elle dormait juste un peu après avoir trop profité du bon air. Il n'avait que 5 ans de moins que moi, mais j'avais l'impression d'être bien plus âgée, parce que c'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il savait. Lire, écrire, rouler les R, et chaque fois que notre mère disparaissait, c'est-à-dire la quasi-totalité du temps, je l'occupais avec des dessins animés ou des jeux d'ombre sur le mur. J'avais 12 ans quand j'ai décroché mon premier job de babysitter, et je gagnais déjà plus qu'elle, ses seules ressources venant des aides sociales et des tickets alimentaires. Le jour où je suis rentrée avec un t-shirt blanc flambant neuf que j'avais déniché chez Emmaüs, elle m'a giflé si fort que j'en suis tombée au sol. « J'arrive à peine à me payer une bière, et toi tu te la joues, petit prince ?» a-t-elle lancé. Je l'ai regardée sans broncher. C'était la première fois depuis des années que j'avais quelque chose de neuf à me mettre. Tout le reste de mes fringues sortait des cartons pour SDF du quartier. À peine avais-je eu le temps de reprendre mes esprits qu'elle m'a ordonné « Dégage, rentre pas ici comme si tu étais chez toi. Aucun fils à moi ne viendra se pavaner dans ma maison. » J'ai eu une pensée pour mon frère, et soulagée de savoir qu'il était encore à l'école, j'ai décidé de suivre ses ordres. J'ai fait mon sac. Tout tenait dans un simple sac à dos. Avant de franchir la porte, j'ai jeté un dernier regard derrière moi, espérant un signe, mais rien. Spoiler, elle n'a pas changé d'avis. Je n'avais nulle part où aller. Je n'ai jamais connu mon père, et selon les potes de ma mère, tous les foyers du coin étaient pleins à craquer. J'ai erré au hasard, laissant mes pas me guider, et quand la nuit est tombée, je me suis réfugiée dans mon aire de jeu préférée, celle où j'allais toujours avec Louis. Voilà comment, à 12 ans, je me suis retrouvée sur une balançoire à 11h du soir, quand une femme s'est approchée de moi. Elle avait une voix douce, le visage marqué par des années à sourire. « Pourquoi tu ne rentres pas chez toi ?» m'a-t-elle demandé gentiment. Je l'ai regardée droit dans les yeux, lui ai souri sans rien dire, comme si j'avais oublié comment parler. Finalement, on a discuté un moment et je lui ai donné mon adresse. Elle m'a pris par la main jusqu'à sa voiture. Il s'est avéré qu'elle était assistante sociale. Je m'attendais à ce qu'elle m'emmène dans un endroit sûr, mais elle m'a ramenée chez moi. Elle a frappé, Louis a ouvert, et son sourire aurait pu illuminer toute la rue. « C'est ton frère ?» a-t-elle demandé, d'un ton neutre, mais dans ses yeux brillait une lueur attentive. Cette nuit-là, j'ai dormi cachée sous le lit de Louis, et en pleine nuit, je me suis réveillée avec sa tête posée sur ma poitrine, ses bras serrés autour de mon cou. Je l'ai regardé dormir, paisible, les lèvres retroussées comme s'il rêvait de quelque chose de merveilleux. C'est là que j'ai compris. Il fallait que je le protège. Je savais bien que le comportement de notre mère n'était pas normal, mais au fond de moi, j'espérais que tout finirait par s'arranger tout seul. Et d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé. Enfin, le lendemain matin, j'ai entendu quelqu'un tambouriner à la porte. Ma mère a ouvert, et j'ai tout de suite reconnu la voix de la femme du parc, accompagnée cette fois d'un policier, le genre de type au visage avenant, mais capable de changer d'attitude en un clin d'œil. Ma mère m'a repérée et m'a agrippée dans l'escalier. Mais ce geste a suffi au policier pour la maîtriser pendant que l'assistante sociale emmenait Louis et moi en urgence chez une famille d'accueil. Les parents s'intéressaient surtout à moi pour m'utiliser comme petite main, mais pour moi c'était le bonheur. Ils traitaient Louis comme leur propre enfant, et c'était tout ce que je voulais pour lui. Ils voulaient tellement l'adopter qu'ils m'ont prise aussi, parce que Louis a exigé qu'on reste ensemble. Les formalités ont été étonnamment simples, et notre mère ne s'est même pas battue pour nous récupérer. Elle a accepté sans sourciller 50 $ pour signer l'abandon de ses droits parentaux. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, j'ai passé ma vie à bosser et à étudier, et j'ai réussi à mettre de côté environ 2000 $. Je n'ai jamais vraiment réussi à me faire une place dans cette famille, mais au moins Louis a eu droit à une enfance normale, celle que j'aurais rêvé d'avoir. Tout allait bien, jusqu'à il y a 6 mois. Ma mère a fini par retrouver le lycée où j'étais inscrite, et je l'ai vue m'attendre à la sortie. Je m'étais toujours douté qu'elle réapparaîtrait un jour, alors je lui ai demandé ce qu'elle voulait. « Tu me dois quelque chose ?» m'a-t-elle lancé, le visage fermé. Mais je n'étais plus la gamine sans défense qu'elle traînait dans l'escalier. J'étais presque adulte, alors je l'ai envoyée promener, et je suis rentrée à pied. Mais le soir même, Louis est rentré de son entraînement de foot, accompagné de notre mère. Il m'a dit que je lui devais au moins une seconde chance. J'ai regardé Louis, le cœur serré, retrouvant dans ses yeux le même espoir qu'autrefois, quand je faisais des ombres sur le mur pour le rassurer. Il croyait sincèrement qu'on devait lui laisser une nouvelle chance. Derrière lui, notre mère arborait un sourire satisfait. Elle avait réussi à l'atteindre. D'une manière ou d'une autre, elle s'était faufilée dans sa tête pour lui faire croire qu'elle méritait d'être notre mère à nouveau. J'ai pris une grande inspiration pour ne pas m'emporter et j'ai proposé à Louis de discuter en privé, mais notre mère a coupé court, affirmant que tout pouvait se dire devant elle. Elle recommençait déjà à vouloir tout contrôler. Louis l'a défendu, insistant sur ses 3 mois de sobriété et sa volonté de s'en sortir. À la façon dont il s'exprimait, j'ai compris que ce n'était pas leur première rencontre. Mes parents d'accueil n'étaient pas encore rentrés, il fallait donc que je gère la situation toute seule, avec prudence. Je ne pouvais pas la mettre à la porte sans provoquer un scandale qui aurait blessé Louis, alors, comme toujours, j'ai pensé à lui d'abord. J'ai accepté qu'elle reste dîner, en espérant que ça suffirait à contenter Louis et qu'elle s'en irait ensuite. Mais à peine avais-je donné mon accord qu'elle s'est installée sur le canapé, comme si elle était chez elle.
Tandis que je préparais le repas, je les ai observés. Louis lui montrait fièrement ses trophées de foot, ses bulletins, tout ce que je l'avais aidé à obtenir, et elle hochait la tête, souriait, jouant à la perfection le rôle de la maman fière. J'en avais la nausée. À table, elle a commencé à poser tout un tas de questions sur la famille d'accueil. La taille de la maison, s'ils travaillaient tous les deux, quelles voitures ils conduisaient. Louis répondait avec une innocence désarmante, sans se douter qu'elle cherchait à soutirer des infos. Quand nos parents d'accueil sont rentrés, ils sont restés bouche bée en la découvrant. L'ambiance est devenue lourde, presque irrespirable. Notre mère d'accueil a pâli, notre père d'accueil s'est raidi, la mâchoire serrée. Ils m'ont fait signe de les rejoindre dans la cuisine pour une explication. Ils voulaient savoir pourquoi je l'avais laissée entrer, comment elle avait retrouvé notre trace. Je leur ai raconté que c'était Louis qui l'avait ramenée, et ils se sont échangés un regard inquiet. Ils m'ont clairement dit qu'elle n'était pas la bienvenue, qu'ils avaient même payé pour qu'elle ne nous approche plus. Mais de retour au salon, Louis était tout sourire, en train de lui montrer sa chambre, sans se douter de rien. Ce soir-là, après son départ, elle avait promis à Louis de revenir très vite. J'ai essayé de lui ouvrir les yeux. Je lui ai rappelé tout le mal qu'elle nous avait fait, toutes ces nuits où on crevait de faim pendant qu'elle buvait, mais il s'est contenté de secouer la tête. Pour lui, j'étais injuste. Les gens pouvaient changer. Elle lui avait servi toutes les excuses du monde, il les avait toutes gobées, malade à l'époque, incapable d'être une bonne mère, tout y était passé. Les semaines suivantes, elle n'a pas arrêté de revenir, parfois à l'entraînement de foot, parfois devant l'école. Louis lui écrivait tout le temps. Je le surprenais à passer des coups de fil en douce la nuit. Nos parents d'accueil ont tenté d'intervenir, mais Louis a menacé de fuguer si on l'empêchait de voir sa mère. Ils étaient pris au piège, tiraillés entre la peur de le perdre et la conscience du danger qu'elle représentait. J'ai commencé à remarquer des disparitions étranges à la maison. Au début, c'était des broutilles, un chargeur de téléphone, quelques pièces, mais bientôt, ce furent des objets de valeur. Les boucles d'oreilles de notre mère d'accueil, la montre de notre père d'accueil. Un matin, notre mère d'accueil m'a confrontée. Elle avait retrouvé ses boucles d'oreilles dans mon sac à dos. Je suis restée abasourdie, incapable d'expliquer comment elles étaient arrivées là, mais son regard disait bien qu'elle ne me croyait pas. Les jours suivants, d'autres affaires sont apparues dans ma chambre. Je niais tout en bloc, mais je voyais bien que la confiance s'effilochait. Ils ne s'étaient jamais vraiment attachés à moi, et là, ils tenaient leur prétexte pour mettre de la distance. Même Louis s'est mis à changer d'attitude avec moi. Dès que j'abordais le sujet de notre mère, il se braquait, m'accusant d'être jaloux, de chercher à saboter leurs retrouvailles par pure rancœur. J'étais persuadée que les vols venaient d'elle, mais aucune preuve. Elle était trop rusée pour se laisser prendre. Peu à peu, elle sapait toute ma crédibilité, et ça marchait. Un soir, je l'ai surprise dehors au téléphone, dans le jardin. Je l'ai tout de suite reconnue à sa voix. Elle avait bu. Elle se vantait auprès de quelqu'un de la facilité avec laquelle elle manipulait Louis, de l'argent que la famille d'accueil possédait et de ce qu'elle comptait en tirer. J'ai dégainé mon portable pour enregistrer. Elle détaillait son plan pour me faire accuser des vols et comment, une fois débarrassée de moi, elle aurait Louis et l'accès à l'argent. Mais au moment où je m'apprêtais à arrêter l'enregistrement, elle m'a vue à travers la fenêtre. Son visage s'est tordu de rage et elle a déboulé à l'intérieur. Avant que j'aie eu le temps de réagir, elle m'avait déjà arraché mon téléphone et l'a fracassé contre le mur. Elle s'est approchée tellement près que j'ai senti son haleine chargée d'alcool. Elle m'a soufflé que si je recommençais, elle raconterait à tout le monde que j'avais volé la famille et que je l'avais agressée quand elle m'avait confrontée. Je voyais bien les marques sur ses bras, des griffures qu'elle s'était faites elle-même pour appuyer son mensonge. J'étais coincée. Les parents d'accueil me soupçonnaient déjà, et la seule preuve que j'avais venait d'être détruite. Louis ne me parlait presque plus, persuadé que j'étais le salaud de l'histoire. Les choses ont encore empiré quand ils ont mis une serrure à la porte de leur chambre. Ils n'ont rien dit, mais le message était limpide. Je n'étais plus digne de confiance. Les visites de notre mère se sont multipliées. Elle venait dîner, toujours quand nos parents d'accueil rentraient tard, et elle bourrait le crâne de Louis avec ses histoires de famille retrouvées, de logements qu'elle aurait déjà trouvés pour nous réunir. J'ai tenté une dernière fois d'atteindre Louis. Je l'ai emmené devant notre ancien immeuble. Je lui ai rappelé nos nuits, sans rien à manger, les fois où je la ramenais ivre morte à la maison. Mais il m'a reproché de rester bloqué dans le passé, d'être incapable de croire que les gens changent. Le point de rupture est arrivé 3 semaines plus tard. Louis disputait la finale de son championnat de foot. Nos parents d'accueil étaient là, comme des dizaines d'autres familles. Notre mère est venue aussi, déjà bien éméchée. Elle avait bu plus que de raison, sûrement angoissée de se retrouver au milieu de tout ce monde. Elle a tenté de sauver les apparences, mais je voyais les signes. Sa démarche hésitante, son rire forcé, ses yeux dans le vague. À la mi-temps, elle m'a accosté près de la buvette et a recommencé son numéro, m'accusant de tout gâcher, de monter Louis contre elle. Mais, cette fois, je n'ai pas cédé. Je lui ai lancé, devant tout le monde, que je voyais clair dans son jeu, que je connaissais ses vols, ses manipulations, ses mensonges. Les gens se sont retournés, mais franchement, ça m'était égal. J'en avais assez de garder le silence. Elle a essayé de me faire taire, mais je suis restée inflexible. Je lui ai balancé qu'elle ne changerait jamais, qu'elle restait la même personne égoïste qui avait préféré l'alcool à ses propres enfants. Là, elle a complètement perdu pied. Elle s'est jetée sur moi, hurlant des insultes, et son poing a atterri sur ma mâchoire, avant que plusieurs parents ne la retiennent de force. Elle était hors d'elle, se débattant, criant que j'avais gâché sa vie et que je lui devais tout pour les années où elle m'avait élevée. Louis a assisté à toute la scène,
Je n'oublierai jamais son regard quand il a vu notre mère maîtrisée par des inconnus, le mascara coulant sur ses joues, alors qu'elle me menaçait encore. C'était comme s'il ouvrait enfin les yeux après un long cauchemar. Quand elle a croisé le regard de Louis, elle a tenté de reprendre contenance, tendant la main vers lui en répétant qu'il fallait partir, que personne ne comprenait leur amour. Elle a même essayé de le prendre par le bras pour l'emmener du terrain, mais Louis a reculé. Pour la première fois depuis des mois, il s'est éloigné d'elle au lieu de la suivre. Elle a retenté, plus désespérément encore, mais une autre mère s'est interposée. Cette femme, on l'a appris plus tard, était conseillère familiale, spécialisée auprès des jeunes en difficulté. Elle nous observait déjà depuis plusieurs matchs. Elle s'est placée entre Louis et notre mère, lui parlant d'une voix douce mais ferme. Notre mère a complètement décroché. Elle a bousculé la conseillère, cherchant encore à attraper Louis, criant qu'il était son fils, qu'elle avait tous les droits. Quelqu'un a appelé la police, pendant que d'autres parents faisaient leur barrage autour de Louis. Quand les agents sont arrivés, notre mère était toujours en train de crier. Elle leur balançait que je l'avais frappé, que j'étais un voleur, un menteur. Mais des dizaines de témoins venèrent de la voir m'attaquer, l'avaient entendu menacer, l'avaient regardé tenter d'emmener Louis de force. La conseillère a pris nos parents d'accueil à part pendant que la police gérait la situation. Elle leur a expliqué ce qu'elle avait vu, comment elle avait reconnu les signes de manipulation et d'aliénation parentale. Elle a proposé de faire une déclaration et de nous aider, Louis et moi, à accéder à des ressources. Nos parents d'accueil étaient complètement abasourdis. Ils m'ont regardé avec des yeux nouveaux, pleins de regrets mais aussi de compréhension. Notre mère d'accueil avait les larmes aux yeux en s'excusant d'avoir douté de moi. La police a arrêté notre mère pour agression et tentative d'enlèvement. Même pendant qu'ils l'emmenaient menottée, elle continuait à hurler qu'on lui devait tout, qu'elle nous ferait payer. Mais ses paroles n'avaient plus prise sur nous. Louis s'est effondré en larmes. Il n'arrêtait pas de s'excuser, répétant qu'il aurait dû m'écouter, qu'il aurait dû se souvenir de qui elle était vraiment. Je l'ai pris dans mes bras, comme quand il était petit, et je lui ai répété que rien de tout ça n'était de sa faute. Ce soir-là, on a eu avec nos parents d'accueil la première vraie conversation depuis notre arrivée. Ils ont reconnu qu'ils avaient été injustes avec moi, qu'ils s'étaient laissés influencer par leurs premières impressions. Ils m'avaient en vue comme le poids à supporter en plus de l'enfant qu'ils voulaient vraiment, et ça les a fait honte. Notre père d'accueil a pleuré en me demandant pardon. Il m'a confié que me voir tenir tête à notre mère et protéger Louis lui avait montré qui j'étais vraiment. Il m'a appelé son héros, affirmant qu'il était fier de m'avoir comme fils. La conseillère du terrain nous a mis en relation avec une thérapeute familiale spécialisée dans ce type de situation. Grâce à elle, Louis a enfin compris tout ce que notre mère nous avait fait subir, pas seulement récemment, mais depuis l'enfance. Il a découvert la notion de parentification, ce rôle de parent que j'avais dû endosser alors que je n'étais qu'un enfant moi-même. Il a pleuré en réalisant tout ce que j'avais sacrifié pour lui, comment j'avais renoncé à mon enfance pour lui laisser la sienne. Notre mère a été condamnée à 6 mois de prison et à une interdiction de nous approcher. On a appris plus tard qu'elle avait tenté d'expliquer à son avocat qu'on lui avait arraché ses droits parentaux, que les $50 ne suffisaient pas, mais le juge n'a rien voulu savoir. Après tout ça, notre famille d'accueil a changé. Ils m'ont véritablement intégré, traité comme leur fils et plus comme un boulet. Ils ont même ouvert un compte pour mes études, disant que c'était la moindre des choses après tout ce que j'avais traversé. Louise et moi sommes devenus plus proches que jamais. Il n'hésitait pas à dire à tout le monde que j'étais son héros, que je l'avais élevé, protégé, sauvé. C'était gênant, mais ça faisait du bien. Pour mes 18 ans, nos parents d'accueil m'ont surpris avec des papiers d'adoption. Ils m'ont dit qu'ils savaient que j'étais majeure, mais qu'ils voulaient que ça devienne officiel. J'étais leur fils, et ils étaient fiers de moi. J'ai pleuré comme jamais depuis des années. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie membre d'une vraie famille. Pas seulement avec Louis, que je protégerai toujours, mais aussi avec des parents qui me voient, m'acceptent et m'aiment pour qui je suis. Notre mère est sortie de prison un jour, mais elle n'a jamais repris contact. J'ai appris par des connaissances qu'elle avait déménagé dans un autre département, sûrement pour recommencer ailleurs, mais elle ne pouvait plus nous atteindre. Avec du recul, je me dis que son retour a été une sorte de cadeau. Ça nous a obligés à affronter ce qu'on vivait tous les jours, à abattre les murs qu'on avait érigés. Louis a découvert la vérité dont il avait besoin, et nos parents d'accueil ont appris à connaître le fils qu'ils avaient négligé. J'ai toujours les 2000 € que j'avais économisés, et même un peu plus grâce à mon boulot, mais je n'ai plus besoin de cet argent pour fuir. Maintenant, j'épargne pour la fac, pour un avenir qui me semble enfin possible. Louis joue au foot au lycée, je ne rate aucun match, et nos parents, nos vrais parents, ceux qui nous ont choisis et soutenus, sont toujours là. On est là, tous ensemble, une vraie famille, unis non pas par le sang, mais par les choix qu'on a faits. Il m'arrive souvent de repenser à ce gamin de 9 ans qui raccompagnait sa mère ivre à la maison, tout en cherchant à épargner la vérité à son petit frère. J'aurais aimé pouvoir lui souffler que tout ça en vaudrait la peine, que chaque sacrifice finirait par avoir un sens. Mais au fond, je crois qu'il le savait déjà. C'est pour ça qu'il a tenu bon, qu'il s'est accroché et qu'il a tout fait pour protéger les siens, parce qu'au bout du compte, l'amour vrai ne se mesure pas à ce qu'on reçoit, mais à ce qu'on est prêt à donner. Et cet amour-là, la vie me l'a rendu au centuple. Après son départ, le silence a eu quelque chose de lourd, presque insupportable. Louis était en face de moi à la table de la cuisine, les yeux encore bouffis de larmes.
Nos parents d'accueil avaient enfilé se coucher, à bout de force après la soirée éprouvante. Je voyais bien que Louis brûlait d'envie de parler, mais qu'aucun mot ne sortait. J'ai refait du chocolat chaud, comme quand on était petit. Il a serré sa tasse entre ses mains, et puis, il s'est lancé. Il m'a raconté qu'elle l'avait approché pour la première fois 3 mois plus tôt, pendant un entraînement de foot. Elle l'avait observé de loin pendant des semaines, avant de se décider à lui parler. Elle l'avait assuré qu'elle suivait une thérapie, qu'elle avait trouvé un boulot dans un petit resto, qu'elle pensait à nous tous les jours. Elle lui avait sorti des photos de nous bébés, reparlé des chansons qu'elle lui chantait, tous ces souvenirs que j'avais tant cherché à lui faire oublier. Tout s'était fait en douceur. Au début, elle voulait juste assister à ses entraînements, puis elle avait commencé à lui apporter des goûters, à se rappeler de ses plats préférés. Elle pleurait en disant combien on lui manquait et comment la famille d'accueil nous avait arrachés à elle. Elle se faisait passer pour la victime, et moi pour celui qui empêchait les retrouvailles. Louis a fini par avouer qu'après leur 2e rendez-vous, il lui avait donné son numéro. Elle le bombardait de messages, de vieilles photos, et lui répétait sans arrêt à quel point elle était fière de lui. Elle savait exactement où appuyer pour le faire douter. Chaque message finissait par de grandes déclarations d'amour, des promesses de tout changer, l'espoir qu'on redevienne une famille. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait rien dit. Il a baissé les yeux sur sa tasse et m'a expliqué qu'elle lui avait fait croire que j'essaierais de les empêcher de se revoir. Elle disait que j'étais trop marquée par notre enfance pour pouvoir pardonner comme lui. Elle lui avait fait croire que cacher la vérité protégeait leur relation. Le lendemain matin, nos parents d'accueil nous ont réunis pour discuter. Ils avaient passé la nuit à tourner le problème dans tous les sens. Ils voulaient demander une ordonnance d'éloignement tout de suite, mais il fallait l'accord de nous deux. Louis hésitait, partagé entre l'idée de la mère idéale et la réalité de ce qu'elle était. Patricia, notre mère d'accueil, lui a pris la main et lui a parlé de la façon dont certaines personnes malveillantes s'en prennent aux plus vulnérables de la famille. Elle ne voulait pas dresser Louis contre sa mère, mais l'aider à reconnaître des comportements toxiques. Robert, notre père d'accueil, a partagé son histoire. Son propre père, alcoolique, avait disparu alors qu'il n'avait que 10 ans. Il était revenu bien plus tard, porteur de 1000 promesses jamais tenues. Ce cycle d'espoir et de déception avait failli détruire sa famille. Il comprenait ce besoin de croire qu'un parent pouvait changer. Louis a finalement accepté l'ordonnance d'éloignement, mais je voyais combien ça lui coûtait. Une part de lui voulait encore croire qu'elle finirait par nous prouver qu'on se trompait sur elle. Ce week-end-là, pendant que Patricia et Robert consultèrent leur avocat, Louis ne sortait presque plus de sa chambre. Je l'entendais pleurer la nuit, pleurant la mère parfaite qu'il s'était inventée. Le lundi, les choses ont empiré. Dès mon arrivée au lycée, j'ai vu que mon casier avait été vandalisé. Voleur, griffonné en grand au marqueur indélébile. J'ai su tout de suite que c'était la main de notre mère derrière ça, mais je n'avais aucune preuve. Le concierge m'a aidé à nettoyer, mais le mal était fait. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. À midi, les regards étaient lourds autour de moi. Quelqu'un avait lancé que je volais ma famille d'accueil, qu'ils voulaient me mettre dehors. Plusieurs sont venus me demander si c'était vrai. J'ai nié, mais les rumeurs ont vite pris leur propre vie. Louis m'a envoyé un message pendant sa pause. Au collège aussi, la rumeur circulait. Apparemment, notre mère avait été vue en train de discuter devant l'établissement, distillant son venin comme elle savait si bien le faire. Même avec l'ordonnance d'éloignement, elle trouvait toujours un moyen de nous toucher. Ce jour-là, je suis restée tard au lycée pour avancer sur un projet. En rentrant, j'ai remarqué qu'une voiture me suivait. Ce n'était pas la vieille voiture de notre mère, mais il y avait quelque chose de louche. J'ai changé de chemin, coupé par le parc, mais la voiture était toujours là. Mon cœur battait à toute allure. Elle s'est arrêtée à ma hauteur, la vitre est descendue, et un homme que je n'avais jamais vu, l'air fermé, les yeux rougis, m'a appelé par mon prénom. Il m'a dit que ma mère voulait me voir, qu'elle avait quelque chose de très important à me dire à propos de Louis. J'ai pris la fuite, traversé des jardins, sauté des clôtures, jusqu'à être sûre de l'avoir semé. De retour à la maison, je tremblais. Nos parents d'accueil ont aussitôt appelé la police, mais sans numéro de plaque ni description précise, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ce soir-là, Patricia a changé toutes les serrures, et Robert a enfin installé les caméras de sécurité dont il parlait depuis des mois. Ils ont essayé de faire passer ça pour des travaux ordinaires, mais on savait bien pourquoi. 2 jours plus tard, l'ordonnance d'éloignement était enfin validée. Notre mère devait rester à au moins 150 mètres de la maison, de l'école, et il lui était interdit de nous contacter, même par personne interposée. Ça aurait dû nous rassurer, mais au contraire, ça n'a fait que la rendre plus acharnée. Les objets volés qu'elle avait glissés dans ma chambre sont devenus un vrai problème quand l'assurance de nos parents d'accueil a demandé un rapport de police. Il fallait donc officialiser les vols. Même si Patricia et Robert savaient désormais que je n'y étais pour rien, voir mon nom associé au dépôt de plainte restait profondément humiliant. Louis s'est mis à consulter un psychologue pour essayer de surmonter tout ça. Le docteur Martinez, spécialiste des traumatismes familiaux et de la manipulation, l'aidait à mettre des mots sur ce qu'il avait vécu. Après chaque séance, Louis rentrait épuisé, mais il commençait peu à peu à saisir comment notre mère l'avait façonné, comment elle avait exploité son besoin d'amour maternel contre lui. Un jour, le docteur Martinez m'a demandé de me joindre à eux. Louis avait besoin d'entendre ma version de notre enfance, de combler les vides laissés par les mensonges de notre mère. Je lui ai raconté ces nuits où je restais éveillée de peur qu'elle oublie une cigarette allumée, ces fois où je cachais un peu d'argent de côté pour qu'on puisse manger lorsque tout passait dans l'alcool. Louis a craqué quand je lui ai parlé du jour où elle m'avait enfermée dehors en plein hiver,
parce que j'avais osé lui demander d'acheter des médicaments pour sa fièvre. Cette nuit-là, je l'ai passé dans le garage, à rentrer discrètement par la fenêtre en entendant ses pleurs de l'autre côté. Il était trop petit pour s'en souvenir, mais moi, ce souvenir ne m'a jamais quitté. Le harcèlement n'a pas cessé, il a juste pris une tournure plus insidieuse. Nos parents d'accueil recevaient sans arrêt des appels de sociétés de recouvrement pour des dettes inventées. Leur carte bancaire a servi dans plusieurs magasins d'alcool de la ville. Quelqu'un les inscrivait en boucle à des abonnements et des listes de diffusion de catalogues. Puis ce fut l'escalade sur les réseaux sociaux. De faux profils voyant le jour, prenant nos photos et propageant toutes sortes de calomnies sur notre famille d'accueil. L'un prétendait que Patricia et Robert nous maltraitaient, un autre insinuait qu'ils ne nous gardaient que pour l'argent. Ces comptes taguaient les chaînes d'infos locales et la protection de l'enfance. Nos parents d'accueil ont dû faire appel à un avocat pour contrer ces accusations mensongères. La tension était palpable à la maison. Patricia a commencé à faire des crises d'angoisse. Robert ne trouvait plus le sommeil. Je les ai entendus, un soir, se demander s'ils tiendraient le coup, s'ils ne mettaient pas leur propre famille en danger. La peur de perdre encore un foyer à cause de notre mère me rendait malade. J'ai commencé à prévoir des plans de secours, à me renseigner sur les foyers pour jeunes et sur les petits boulots. Hors de question de laisser Louis finir dans le système à cause de la rancœur qu'elle avait envers moi. Louis a vu que je me refermais sur moi-même et il m'a confrontée. Quand je lui ai avoué que j'avais peur que Patricia et Robert nous abandonnent, il a explosé, pas contre moi, mais contre notre mère. Pour la première fois, j'ai vu une vraie colère dans ses yeux. Mon petit frère, d'ordinaire si doux, avait atteint ses limites. Il s'est mis à tout consigner. Chaque appel suspect, chaque voiture louche qui ralentissait devant la maison, chaque nouvelle rumeur au lycée. Il tenait un dossier précis, avec les dates, les heures, les détails. Il répétait « Si elle veut jouer à ça, il faut qu'on ait des preuves ». Le point de rupture est arrivé lors du dernier match de foot de Louis. Nos parents d'accueil, par précaution, avaient engagé un agent de sécurité. On pensait être prêts. On ne l'était pas. Elle n'a pas osé venir elle-même. Elle était trop maligne pour ça. À la place, elle a envoyé l'homme qui m'avait déjà suivi. Il a abordé Louis pendant l'échauffement, pendant que le vigile était occupé de l'autre côté du terrain, sans doute à cause d'une agitation provoquée exprès. Il lui a raconté que sa mère était mourante, à l'hôpital, et voulait le voir avant de partir. Il a ajouté que je le savais, mais que je lui cachais par méchanceté. Pris de court devant ses coéquipiers, Louis ne savait plus où se mettre. Depuis les tribunes, j'ai tout vu et j'ai foncé vers eux. En arrivant, l'homme insistait pour que Louis parte avec lui sur le champ, prétendant qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Louis était bouleversé. Tous ses vieux réflexes revenaient, malgré le travail fait en thérapie. Je l'ai tiré en arrière, j'ai intimé à l'homme de partir sur le champ sous peine d'appeler la police. Il a lancé, narquois, « Votre mère voulait juste dire au revoir à son bébé ». Il s'est penché et a chuchoté quelque chose que je n'ai pas compris, mais qui a fait blanchir Louis. Finalement, la sécurité a remarqué la scène et l'a escorté dehors. Louis tremblait. Il m'a confié que l'homme lui avait dit que notre mère possédait des photos de nous prises pendant notre placement. Des photos qui pourraient nuire à Patricia et Robert. Ce sous-entendu m'a glacé le sang. Nous avons aussitôt prévenu nos parents d'accueil, qui ont été horrifiés, mais au fond pas vraiment surpris. Notre mère franchissait un nouveau cap. Elle devenait de plus en plus imprévisible. Ils ont décidé qu'il fallait renforcer notre sécurité. Les semaines qui ont suivi n'ont été qu'une succession de mesures de protection. Patricia nous conduisait à l'école et venait nous chercher. Robert a installé une alarme. On changeait régulièrement d'itinéraire et d'horaire. On avait l'impression de vivre dans une prison dont elle détenait les clés. Le docteur Martinez a augmenté la fréquence des séances avec Louis, mais cette guerre psychologique laissait des traces. Il faisait des cauchemars où notre mère l'enlevait, où il perdait la famille qu'on avait enfin trouvée. Il s'est remis à dormir dans ma chambre, comme quand on était petit. Le couple de nos parents d'accueil ne tenait plus qu'à un fil. Une nuit, je les ai entendus se disputer, hésitant à savoir s'ils avaient fait le bon choix en nous adoptant. Patricia nous défendait bec et ongles, mais Robert craignait pour leur fille Sarah, qui était à la fac. Et si elle s'en prenait à Sarah, maintenant, j'ai pensé à partir. Si je disparaissais, peut-être que notre mère me suivrait et laisserait Louis et nos parents d'accueil tranquilles. J'ai même préparé un sac, écrit une lettre d'adieu. Mais Louis est tombé dessus avant que je puisse partir. Son regard, quand il a compris que j'avais pensé à l'abandonner, m'a fendu le cœur. On a longuement parlé ce soir-là. Il m'a fait jurer de ne jamais le laisser, quoi qu'il arrive. Il m'a dit « On a déjà survécu à maman, on peut recommencer, mais on ne se quitte pas. » Il avait raison, évidemment. Fuir, c'était lui donner ce qu'elle voulait, détruire tout ce qu'on avait construit. Le pire est arrivé quand elle a tenté le tout pour le tout. Elle s'est pointée sur le lieu de travail de Robert et a fait un scandale devant tout le monde, collègues et clients compris. Elle l'avait accusé de lui avoir arraché ses enfants, d'avoir retourné leur cœur contre elle. Malgré l'intervention de la sécurité qui l'a raccompagnée, sa réputation au travail était déjà entachée. Ce soir-là, nos parents d'accueil étaient anéantis. Le patron de Robert lui avait conseillé de s'arrêter un moment, le temps que la tempête passe. Les anxiolytiques de Patricia ne faisaient plus d'effet. Il nous répétait qu'il nous aimait, mais ignorait combien de temps il tiendrait. Je voyais la famille à laquelle je tenais tant s'effondrer, victime de la rancœur d'une seule personne. Cette femme, qui avait toujours choisi l'alcool plutôt que ses enfants, semblait désormais prête à tout pour détruire nos moindres chances de bonheur. Toute cette colère que j'avais retenue pendant des années menaçait de tout balayer. Ce soir-là, Louis et moi avons décidé qu'on ne pouvait plus se laisser faire. Il fallait reprendre le contrôle. On s'est lancé dans des recherches sur nos droits, envisagé des poursuites pour harcèlement, des démarches judiciaires. On a tout noté
établi une chronologie précise de ses agissements, de plus en plus graves. Nos parents d'accueil ont été touchés par notre détermination à nous défendre. Cela leur a redonné du courage. Patricia nous a dit « Si vous êtes capable d'être aussi fort après ce que vous avez traversé, alors moi aussi, je peux y arriver. » Robert s'est excusé d'avoir douté et a promis qu'on surmonterait ça ensemble. On a engagé un détective privé pour enquêter sur notre mère. Ce qu'il a découvert était alarmant. Elle logeait chez des hommes différents, leur racontant des histoires larmoyantes sur ses enfants soi-disant volés, lançant des cagnottes en ligne pour, prétendait-elle, des frais d'avocat afin de nous récupérer. Tout cela n'était qu'une escroquerie. Le détective a aussi appris qu'elle était en contact avec plusieurs groupes opposés à l'accueil familial, se posant en victime du système. Elle avait donné des interviews à des blogueurs, des podcasteurs, propageant des mensonges sur notre famille d'accueil. Sa campagne de désinformation était bien plus vaste qu'on ne l'aurait cru. Avec toutes ces preuves, notre avocat a déposé une série de plaintes. Harcèlement, intimidation, escroquerie, diffamation. La liste était longue. Rien que ces violations de l'ordonnance d'éloignement pouvaient lui valoir la prison. Mais elle restait insaisissable, toujours un coup d'avance pour éviter qu'on lui remette les papiers. Le stress commençait à se faire sentir sur mes études. Mes notes chutaient, ma conseillère d'orientation m'a convoquée. Bouleversée par mon récit, elle m'a orientée vers des ressources et m'a aidée à obtenir des délais pour mes devoirs. La solidarité de la communauté scolaire a été incroyable. L'entraîneur de foot de Louis a organisé une cagnotte pour nous aider à financer les frais d'avocat. Des parents témoins des débordements de notre mère lors des matchs ont rédigé des attestations pour notre dossier. L'assistante sociale venue ce fameux jour est devenue un vrai soutien, prenant de nos nouvelles chaque semaine. Notre mère a dû sentir que la communauté se détournait d'elle. Elle a alors changé de méthode, passant des affrontements publics à une guerre psychologique. On retrouvait des objets déplacés dans nos chambres, juste de quoi nous rappeler qu'elle pouvait nous atteindre à tout moment. Rien n'avait disparu, mais assez pour entretenir l'angoisse. Les caméras de surveillance ne captaient rien. Elle connaissait leur emplacement et savait les éviter. C'était à devenir fou. On signalait chaque incident, mais sans preuve, la police ne pouvait rien faire. Les patrouilles ont été renforcées, mais elles restaient trop habiles pour se faire prendre. Un matin, Louis a trouvé un mot dans son sac. « Je suis toujours ta mère ». 4 mots qui l'ont anéanti. Malgré tout, une part de lui espérait encore son amour, et elle savait parfaitement exploiter cette faille. L'écriture était bien la sienne, mais aucune empreinte. Rien pour prouver qu'elle l'avait laissé là. Le docteur Martinez a travaillé avec Louis pour l'aider à comprendre le lien toxique qui l'attachait à elle. Elle lui a expliqué comment les abuseurs créent une dépendance, comment l'alternance entre douceur et violence rend ces relations addictives. Louis savait tout cela en théorie, mais émotionnellement, il avait du mal à faire le deuil de la mère idéale qu'il n'aurait jamais. Toute la famille d'accueil s'est alors lancée dans une thérapie familiale. Ça nous a fait du bien, même si la tension restait palpable. Quand Sarah est rentrée de la fac un week-end, elle a été bouleversée par la façon dont ses parents avaient vieilli en si peu de temps. Elle m'a pris à part et m'a demandé si sa famille pourrait redevenir normale un jour. Je n'ai pas pu lui mentir. Je lui ai dit que je n'en savais rien, mais que j'étais désolée que ma situation entraîne la sienne. Elle m'a alors serré dans ses bras en disant « Tu es mon frère maintenant, et la famille, ça ne s'abandonne pas ». C'était la première fois qu'elle m'appelait son frère. L'enquête sur les finances de notre mère a révélé qu'elle accumulait des milliers d'euros de loyers impayés, avait été expulsée de plusieurs endroits. Elle vivait quasiment à la rue, dormant sur des canapés, multipliant les petits arrangements. L'enquêteur nous avait prévenus, les gens désespérés sont capables de tout. Il n'avait pas tort. Une nuit, un fracas de verre nous a réveillés. Une pierre avait traversé la fenêtre de la chambre de Louis, accompagnée d'un mot « Tu ne pourras pas te cacher de moi éternellement ». Cette fois, elle avait commis une erreur. La caméra d'un voisin l'avait filmée en train de lancer la pierre. Enfin, une preuve irréfutable. La police l'a arrêtée le lendemain matin dans un motel à la sortie de la ville. Elle a été inculpée pour dégradation, violation de l'ordonnance d'éloignement et harcèlement. Sa caution était trop élevée pour qu'elle puisse la payer. Pour la première fois depuis des mois, on a pu souffler. Mais même de derrière les barreaux, elle continuait à nous empoisonner la vie. Elle appelait en PCV plusieurs fois par jour, jusqu'à ce que nos parents fassent bloquer le numéro de la prison. Elle écrivait aussi des lettres, pleines de reproches et de manipulations. Nous les avons toutes données à notre avocat sans les lire, pour renforcer notre dossier. Son avocate commise d'office a tenté de plaider qu'elle souffrait de troubles psychiques et avait besoin de soins plutôt que d'être incarcérée. Notre avocat a pris la parole pour exposer des mois de harcèlement méthodique, soulignant la préméditation et l'organisation derrière ces actes. Face à ces arguments, le juge est resté de marbre, insensible au plaidoyer pathétique de la partie adverse. À l'approche du procès, Louis était tiraillé par l'idée de témoigner, une part de lui culpabilisant à l'idée d'envoyer notre mère en prison. Le docteur Martinez l'a aidé à comprendre qu'il n'était pas responsable des choix de sa mère et que se protéger n'avait rien de honteux. J'ai ouvert la séance des témoignages en racontant notre histoire, les violences, la négligence, la nuit où elle m'a jeté dehors à 12 ans. J'ai montré des photos du casier vandalisé, fait écouter les enregistrements des appels menaçants. Je me suis efforcée de garder la voix assurée, refusant de lui montrer combien elle m'avait blessée. Finalement,
Louis a pris la décision de témoigner à son tour. Son récit a bouleversé la salle. Il a expliqué comment il était passé de la croyance aveugle à la prise de conscience de la manipulation, et il a fondu en larmes en réalisant que la mère idéale dont il rêvait n'avait jamais existé. Plusieurs jurés ont dû essuyer discrètement leurs yeux. Nos parents d'accueil ont raconté combien son harcèlement avait pesé sur leur famille. Patricia a évoqué ses crises d'angoisse, Robert les conséquences sur sa carrière. Sarah a fait le trajet depuis la fac rien que pour raconter comment sa maison d'enfance s'était transformée en forteresse. L'accusation a présenté tous les éléments prouvant le comportement calculé de notre mère. Les collectes frauduleuses, les fausses accusations, la campagne méthodique pour nous détruire. Ils en ont dressé le portrait d'une femme qui, loin d'aimer ses enfants, voulait avant tout les garder sous contrôle. Quand notre mère a pris la parole pour se défendre, elle s'est posée en victime, pleurant et répétant que nous avions été manipulés et qu'elle ne voulait que retrouver ses enfants, qu'une mère ne pouvait pas mal aimer. C'était du cinéma et ça sonnait faux. Au contre-interrogatoire, le procureur a méthodiquement démonté son histoire, rappelant sa consommation d'alcool, son incapacité à garder un emploi, ses choix répétés en faveur de l'alcool au détriment de ses enfants. Lorsqu'il a évoqué la lettre où elle affirmait que je lui devais quelque chose, elle a été incapable d'expliquer ce qu'un enfant pourrait bien devoir à un parent maltraitant. Il n'a fallu que 2 heures au jury pour rendre son verdict. Coupable sur tous les points. Le juge l'a condamnée à 3 ans de prison avec obligation de suivi psychologique. Elle a quitté la salle en hurlant qu'on le paierait, qu'elle ne cesserait jamais de se battre pour nous, mais ces menaces n'avaient plus le moindre poids. Après le verdict, Louis et moi sommes restés longtemps assis sur le parking du tribunal, sans échanger un mot. Voir notre mère partir menottée était un choc, même si au fond de nous, on savait que c'était inévitable. Patricia et Robert nous ont laissé digérer tout ça à notre rythme, attendant patiemment près de leur voiture. Finalement, Louis a rompu le silence pour me demander si je pensais qu'elle allait vraiment se faire aider en prison. Je lui ai répondu franchement que je n'en savais rien, mais que ça ne nous concernait plus. Le retour s'est fait dans un calme inhabituel. Sarah a dû reprendre l'avion pour la fac ce jour-là, mais avant de partir, elle nous a serrés très fort dans ses bras et a murmuré qu'elle était fière de nous, que nous étions les personnes les plus courageuses qu'elle connaissait. Venant d'elle, qui avait longtemps gardé ses distances, cela voulait tout dire. Le soir venu, nos parents d'accueil ont commandé des pizzas, et tout le monde s'est retrouvé autour de la table. Personne n'a évoqué le procès, ou notre mère. Robert a préféré parler de vacances à organiser tous ensemble cet été, dans un coin que personne ne connaissait. Patricia a lancé l'idée de la plage, et Louis, les yeux brillants, n'a pas pu cacher son excitation. Il n'avait encore jamais vu la mer. Les semaines suivantes ont été un temps d'adaptation. Sans la menace constante de notre mère, il a fallu réapprendre à vivre. Louis a arrêté de scruter son téléphone à l'affût de messages ou d'appels. Je ne me retournais plus sans cesse en rentrant. Le docteur Martinez continuait d'accompagner Louis, mais désormais les séances servaient davantage à se reconstruire qu'à gérer l'urgence. Elle lui a appris qu'aimer quelqu'un ne signifiait pas tout accepter, qu'il avait le droit de faire le deuil de la mère qu'il aurait voulu avoir, tout en se protégeant de la réalité. J'ai vu mes notes s'améliorer petit à petit, car je pouvais enfin me concentrer sur mes études, sans cette angoisse permanente. Ma conseillère d'orientation m'a aidé à monter des dossiers pour obtenir des bourses, persuadée que mon parcours ferait de moi une candidate solide. Pour la première fois, l'université n'était plus un rêve inaccessible. Patricia a vu ses crises d'angoisse disparaître complètement. Elle a pu arrêter son traitement, sous surveillance médicale, en disant qu'elle ne s'était pas sentie aussi sereine depuis des mois. Robert aussi a pu reprendre son poste à temps plein, accueilli chaleureusement par son patron et des collègues venus s'excuser d'avoir cru les rumeurs. Le soutien du quartier s'est poursuivi après le procès. L'entraîneur de foot de Louis prenait régulièrement de ses nouvelles. Des parents qui avaient assisté de loin à notre histoire s'arrêtèrent souvent Patricia pour demander comment nous allions. On avait vraiment la sensation d'avoir été adoptés par tout le quartier. 3 mois après l'incarcération de notre mère, une lettre est arrivée par l'intermédiaire de notre avocat. Elle voulait s'excuser, disait qu'elle suivait les réunions des alcooliques anonymes en prison et qu'elle se faisait aider. Louis m'a demandé si on devait la lire. Je lui ai dit que c'était à lui de décider, mais que je n'étais pas prêt. Il a finalement choisi d'attendre aussi. Notre famille d'accueil a instauré de nouvelles habitudes. Les repas du dimanche sont devenus incontournables, peu importe ce que chacun avait à faire. Robert a pris plaisir à apprendre à Louis à faire des grillades, un rêve qu'il avait toujours eu pour un fils. Patricia m'a accompagnée dans mes démarches pour la fac, relisant mes lettres de motivation jusque tard le soir et cherchant des aides financières. Louis a intégré l'équipe première de foot dès la seconde, une première dans son lycée. Pour son premier match, toute la famille était présente, même Sarah qui avait fait la route exprès. Quand il a marqué son premier but, j'ai crié tellement fort que j'en ai perdu la voix. Les objets que notre mère avait dérobés et planqués ont enfin été retrouvés dans sa chambre de motel. Patricia a récupéré ses boucles d'oreilles, Robert sa montre. Ils se sont excusés à nouveau d'avoir douté de moi, mais je leur ai assuré que je comprenais. Notre mère était une manipulatrice hors pair et ils n'avaient fait que tenter de protéger la famille. Un jour, en rangeant le garage, on est tombé sur un carton rempli de nos vieilles affaires d'avant la famille d'accueil. Dedans, il y avait des photos, dont une de moi portant notre mère sur mon dos, ce fameux jour où j'avais 9 ans. Louis est resté un long moment à la regarder, puis il m'a soufflé qu'il me remerciait de l'avoir préservé de ses souvenirs. J'ai eu 18 ans sans grande fête, mais nos parents d'accueil m'ont pris par surprise avec une petite célébration. Juste la famille et quelques proches.
Ils m'ont offert un ordinateur portable pour la fac et une carte signée par tout le monde, même Sarah. Chacun y avait écrit un mot sur ce que je représentais pour eux. J'ai craqué devant tout le monde, en larmes, assis à table. Les lettres d'admission à l'université sont arrivées au printemps et j'ai été acceptée dans 3 établissements avec des bourses partielles. Patricia et Robert m'ont pris à l'écart pour discuter d'argent. Ils avaient mis de côté de quoi m'aider à couvrir ce que les bourses ne prendraient pas en charge. Ils voulaient que je choisisse la formation qui me plaisait, pas seulement la moins chère. Louis, lui, avait du mal à accepter mon départ. On n'avait jamais été séparés plus de quelques jours. Le docteur Martinez nous a appris à devenir indépendants tout en restant soudés. On s'est entraînés à passer des week-ends séparés, moi chez des amis pendant que Louis apprenait à s'appuyer davantage sur nos parents d'accueil. La conseillère familiale rencontrée au match de foot a repris contact et proposé d'écrire une lettre de recommandation pour mes dossiers. Elle suivait notre parcours et m'a confié qu'elle me voyait très bien en travailleur social, vu ma résilience et mon instinct protecteur. À ma grande surprise, cette idée a commencé à faire son chemin. L'été est arrivé, entre excitation et appréhension. J'ai choisi une fac à 2 heures de route, assez près pour rentrer, assez loin pour voler de mes propres ailes. Louis m'a aidé à acheter tout le nécessaire pour la résidence, insistant pour que je prenne au moins 3 chargeurs de téléphone afin qu'on puisse s'appeler en vidéo quand il en aurait envie. Nos parents d'accueil ont suivi l'idée de Sarah et organisé des vacances à la mer. Pendant 1 semaine, on a vécu comme une famille ordinaire. Louis s'est initié au bodyboard pendant que je feuilletais mes bouquins de prépa sous un parasol. Patricia et Robert se promenaient, main dans la main sur la plage. Personne n'a parlé de notre mère, du procès ou de tout ce qu'on avait traversé. Un soir, sur la plage, Louis m'a demandé si j'avais déjà regretté de m'être occupée de lui toutes ces années. Je lui ai répondu que c'était la meilleure chose que j'ai jamais faite. Le voir grandir, devenir lui-même, ça valait tous les sacrifices. Il m'a alors pris dans ses bras, ce genre de câlin de petit frère qui le mettait autrefois mal à l'aise, mais qui lui venait désormais tout naturellement. 1 semaine avant mon départ pour la fac, on a reçu une autre lettre de notre mère. Cette fois, Louis a voulu qu'on la lise ensemble. Elle n'était pas du tout comme on s'y attendait. Elle reconnaissait le mal qu'elle nous avait fait, disait qu'elle comprenait qu'on ait témoigné contre elle. Elle ne demandait pas pardon, n'invoquait aucune excuse. Elle voulait simplement qu'on sache qu'elle se faisait aider. Louis m'a demandé si je la croyais. Je lui ai répondu que ça n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était qu'on était en sécurité, aimés, et qu'on bâtissait une vie qu'elle ne pourrait pas détruire. Il a hoché la tête, puis on a rangé la lettre. Peut-être qu'un jour, on serait prêt à y revenir, mais pas maintenant. Le jour de l'emménagement a été un vrai tourbillon d'émotions. Patricia a fondu en larmes en m'aidant à faire mon lit, Robert a monté les cartons sur 3 étages sans se plaindre, Louis a voulu réorganiser toute la chambre pour optimiser l'espace. Même Sarah est venue, avec un colis de provisions et une photo de nous tous à la plage. Mon futur colocataire avait l'air sympa, mais complètement dépassé par l'effervescence familiale. Louis l'a immédiatement bombardé de questions sur ses habitudes et ses intentions. J'ai dû le sortir de la chambre en m'excusant. Certaines choses, comme mon côté grand frère protecteur, ne changeraient jamais. Au moment de partir, chacun m'a pris à part. Robert m'a glissé un peu d'argent en me faisant promettre d'appeler si besoin. Patricia m'a serré dans ses bras si longtemps que mon colocataire commençait à se sentir gêné. Sarah m'a tapoté l'épaule en me lançant de ne pas faire de bêtises. Louis est passé en dernier, m'a tendu un cadeau emballé, en précisant de ne l'ouvrir qu'après leur départ. À l'intérieur, il y avait une photo encadrée de nous deux lors de son match de championnat, tous les deux souriant avec son trophée. Derrière, il avait écrit « Merci de m'avoir offert une enfance. Maintenant, à toi de vivre la tienne. » Je suis restée à la fenêtre de ma chambre à regarder leur voiture s'éloigner. Pour la première fois, j'étais vraiment seule. Je ne fuyais plus, je ne protégeais plus personne. Je commençais simplement à tracer ma route. Les 2000 € que j'avais économisés étaient sur mon compte, mais ils serviraient désormais à acheter des livres et des pizzas de minuit, pas à des plans d'évasion. Cette première nuit-là, Louis m'a appelé 3 fois pour vérifier que tout allait bien. Patricia m'a envoyé un message pour s'assurer que j'avais mangé. Robert a envoyé une photo d'eux au resto préféré de Louis, avec ma chaise vide bien en évidence. J'aurais pu être triste, mais en fait, j'étais remplie de gratitude. Voilà ce qu'est une famille. Les mois ont passé, j'ai construit ma nouvelle vie sans perdre le lien avec eux. J'ai rejoint des groupes de travail, rencontré de nouveaux amis, assisté à quelques soirées. Louis venait me rendre visite 1 fois par mois, toujours avec des colis de Patricia et des nouvelles de sa saison de foot. Nos parents d'accueil sont venus pour le week-end des parents, fiers avec leurs sweats aux couleurs de la fac. Pour les vacances d'hiver, je suis rentrée chez moi et j'ai découvert que ma chambre était restée intacte. Louis avait gagné d'autres matchs. Certaines équipes universitaires le remarquaient. Patricia s'était mise au bénévolat auprès de jeunes placés en famille d'accueil. Robert avait obtenu une promotion au travail. La vie avait suivi son cours, mais ma place, elle, n'avait pas changé. On a passé Noël ensemble, notre tout premier sans drame, sans crainte. Sarah a présenté son copain à la famille, en prenant soin de le prévenir longuement sur le côté très protecteur de Louis. On s'est échangé des cadeaux, on a partagé des anecdotes, on a vécu comme n'importe quelle famille, parce que c'est ce que nous étions devenus. Notre mère a purgé toute sa peine sans bénéficier d'aucune remise de peine. De temps à autre, des nouvelles nous parvenaient par l'intermédiaire de notre avocat, mais on a préféré ne pas donner suite. Elle avait fait ses choix, nous avions fait les nôtres. La famille qu'on s'est construite est aujourd'hui bien plus solide que tout ce qu'elle aurait pu menacer. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots, je viens de finir ma première année à la fac. Louis s'épanouit au lycée,
Il m'envoie toujours des messages pour me raconter ses petites histoires. Nos parents d'accueil, que j'appelle désormais tout simplement maman et papa, préparent déjà de nouvelles vacances à la mer pour cet été. Sarah sera diplômée le mois prochain et nous serons tous là pour la voir franchir la Seine. Il m'arrive de repenser à ce gosse de 12 ans, terrifié, qui dormait sur une aire de jeu et se demandait bien où la vie allait l'emmener. J'aimerais pouvoir lui dire que tout finirait par s'arranger, que la famille qu'il trouverait vaudrait toutes les épreuves traversées, que protéger Louis finirait aussi par vouloir dire être protégé à son tour. Mais surtout, je ressens une immense gratitude. Pour l'amour infaillible de Louis, pour des parents qui nous ont choisis même quand ce n'était pas évident, pour une sœur qui nous a acceptés comme ses frères, pour une communauté qui s'est mobilisée autour de nous, pour la chance d'être aujourd'hui un étudiant comme les autres, préoccupé par ses examens et non plus par la survie. Notre mère s'est trompée sur un point. Je ne lui dois rien. Tout ce qu'il y a de beau dans ma vie vient de l'amour que j'ai donné et reçu, pas d'elle. Et cet amour-là, celui qui rassemble une famille, à partir de morceaux épars, c'est la seule dette qui mérite d'être transmise.